Vous avez un projet de construction d'une maison neuve et vous vous posez plein de questions, notamment sur comment concevoir un plan efficace. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je conçois un plan de maison qui est fonctionnel, elle est bien construite, elle est saine, elle a un prix très abordable. Et 1, 2, 3. Bonjour tout le monde, c'est Lumi, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle série de 2 vidéos consacrées à l'investissement immobilier. Et là, on va voir ensemble le plan d'une maison mitoyenne. Un projet que j'aurais dû réaliser, finalement, qui s'est pas fait. Du coup, je vais vous le partager. Dans la vidéo 1, à savoir celle-ci, je vais vous présenter le plan de cette maison mitoyenne. Et dans la vidéo numéro 2, je vous expliquerai en détail les choix constructifs et les matériaux choisis. Pourquoi j'ai fait tel ou tel choix. Vous allez voir que cette vidéo 2 va être très intéressante car je vais flinguer quelques idées reçues, notamment sur l'isolation extérieure, sur l'isolation intérieure, etc. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une chose qui me tient à cœur, la voici. Je vous mets tous les liens qui mènent vers cette association en commentaire épinglé. Tout d'abord, je vais vous parler du contexte. À savoir, ça fait des années que je veux me lancer dans l'investissement immobilier. Alors, qu'est-ce que j'entends par investissement immobilier? C'est-à-dire construire pour revendre, ce qu'on appelle la construction revente. Je construis une maison, je la revends. De la construction location, c'est-à-dire je construis une maison pour la mettre en location. Je peux faire un mixte des deux. Par exemple, je construis une maison mitoyenne, j'ai 2 maisons. J'en vends une, la deuxième, je la mets en location. Faire de la rénovation, revente ou location et de la location ou vente de bureaux, entrepôts, box. Ça, c'est extrêmement à la mode. Vous savez, des gens qui n'ont pas de place chez eux et qui louent des box pour faire du stockage. Ça, c'est un très très bon plan. J'avais repéré un terrain à bâtir avec la possibilité de construire 2 maisons mitoyennes. Le terrain était déjà viabilisé. Ce projet n'a pas abouti pour la simple et bonne raison, un promoteur constructeur a été bien plus vite que moi. Pour vous donner une idée, en 5 jours, le terrain était vendu. Donc vous voyez, ça va très très vite. Première leçon à retenir, tout ce qui est investissement immobilier, ça va très très vite. Il faut être réactif. Du coup, je vais vous partager ce que j'avais prévu de construire sur ce terrain, si j'aurais réalisé ce projet. Dans un premier temps, je vais vous présenter le plan de cette maison mitoyenne, à savoir le rez-de-chaussée et l'étage. C'est un sujet très intéressant et je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses. Voici le plan du rez-de-chaussée. Donc ici, on rentre par la porte d'entrée. Et on arrive directement sur la cuisine, avec un îlot central. Ici, on a un cellier avec une porte à galandage. Ensuite, on retrouve un coin salon et un coin séjour. Et là, on a 2 ouvertures. Ici, une ouverture fixe et là, une grande baie coulissante. Ensuite, on arrive sur un dégagement qui mène à 2 portes. La première, c'est un WC avec un local technique destiné à VMC double flux, avec une fenêtre qui mène sur l'extérieur. La deuxième porte mène à une chambre, ou plutôt une suite parentale. Donc ici, on a la chambre. Et là, pareil, on a une ouverture qui est une baie coulissante. On a un dressing et une salle d'eau, avec douche à l'italienne, une vasque et un sèche-serviette ici. Pareil pour la salle d'eau, on a une ouverture qui mène sur l'extérieur. Et le garage, je l'ai mis à part, de ce côté. L'orientation, elle est simple. Ici, on est plein sud, là, on est nord, ouest, est. Ensuite, on a un escalier qui nous mène à l'étage. On a ici des pointillés verts, un mur en bleu et un mur en jaune. Quelle est la signification de tout ça ? Je vais l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Pour le rez-de-chaussée, on est sur une surface planchée d'environ 64,8 m², sans compter le garage. Voici le plan de l'étage. Donc on a l'escalier, et de suite à sa droite, on retrouve un coin, j'ai appelé ça bureau, mais plutôt salon, mini-salon en fait. Vous voyez, où on peut mettre un petit coin bureau, ici on peut mettre une petite télé, là j'ai représenté un grand pouf, comme ceci. À notre gauche, on a la chambre numéro 2. On continue sur le dégagement et là, on va avoir 2 vides. Un vide sur salon et un vide sur la cuisine. On va au bout du dégagement et on se retrouve devant 3 portes. Celle-ci, elle nous mène à la chambre numéro 3. Si on ouvre celle-ci, sur un dressing. Et la dernière porte a une salle d'eau avec un WC intégré. Donc douche à l'italienne, une vasque, un WC et on peut ajouter différents accessoires comme un sèche-serviette, etc. Et les carrés rectangles que vous voyez ici, c'est les fenêtres de toit. Donc on en a une pour la salle d'eau ici, pour le coin bureau-salon. Comme on est exposé au nord, c'est 2 petites fenêtres de toit. Ensuite, on a les fenêtres du toit situées au sud. Donc pour la chambre numéro 2, la chambre numéro 3
et pour le vide sur salon. Et pour la toiture du garage, on sera sur une toiture plate végétale. Cet étage représente une surface plancher d'environ 35,35 m². Alors attention parce que regardez, là j'ai dessiné deux traits. Celui qui correspond à une hauteur de 2,40 m et celui qui correspond à une hauteur de 1,80 m. C'est-à-dire qu'on considère comme habitable. Donc toute cette partie ici que vous voyez, en dessous de 1,80 m de hauteur, c'est pas considéré comme la surface plancher. Mais c'est pas pour autant que c'est une surface perdue. Au contraire, c'est très utile. Regardez, ici, là, au niveau de l'isolation intérieure, j'aurai une hauteur de 82 cm. De plus, quand on voit les surfaces, c'est-à-dire pour la chambre 2, 6,10 m², pour la chambre 3, 7,50 m², alors là, vous devez vous dire, mais attends, Lumi, c'est tout petit, ça. Mais attention, parce que par exemple, pour la chambre 2, je compte uniquement la surface plancher jusqu'à 1,80 m. Toute cette partie n'est pas comptée. J'appelle ça chambre 2 et 3. Vis-à-vis des surfaces, on ne peut pas dire que ce soit des chambres. Du moins d'un point de vue administratif. Et pour finir, on retrouve encore ce mur bleu. Donc là, il y en a deux. Les murs jaunes. Donc à quoi ils correspondent? Mais maintenant, on va voir tout ça en détail. Pour concevoir un logement, je respecte 4 règles de base. La fonctionnalité, c'est-à-dire que ce logement soit fonctionnel. La deuxième, qu'il soit bien construit. La troisième, qu'il soit sain. Et la quatrième règle, que ce logement soit à un prix accessible, abordable. Entre une personne qui dispose d'un budget de 100 000 € et une autre qui dispose d'un budget de 1 million d'euros, il y a une sacrée différence. Donc la réalité, c'est qu'il faut s'adapter au budget. Et vous allez voir dans cette série de 2 vidéos qu'on peut réaliser des logements performants sans avoir un gros budget. Sur l'onglet communauté de ma chaîne, j'ai créé un post où je vous montre le plan du rez-de-chaussée. Et vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires, mais pourquoi tu te fais chier à dessiner, tu n'utilises pas un logiciel? Eh bien tout simplement, moi mon plaisir personnel, c'est de prendre une feuille, des crayons, une règle et de dessiner. Me mettre devant un ordinateur, devant un logiciel de dessin, ça ne m'intéresse pas. Sachant que les logiciels de dessin sur le marché à 30, 100 €, ce sont des bas de gamme. Vous faites rien d'exceptionnel. De plus, ce que je vais vous montrer, c'est des esquisses, c'est pas des plans définitifs. Pour cela, je passe par un architecte ou un dessinateur, qui eux sont équipés de logiciels et savent les utiliser. La cuisine. Moi, je privilégie systématiquement les cuisines ouvertes pour la convivialité. Les cuisines fermées, ça c'était plutôt les anciens qui les utilisaient. Maintenant, de nos jours, la cuisine ouverte a clairement le monopole. Et un point très important dans une cuisine, et ça je parle personnellement, c'est d'avoir un îlot central. Car quand vous recevez du monde, c'est le lieu idéal pour bavarder, pour partager. Pour prendre l'apéro aussi. Quoique l'apéro, on peut le prendre un peu où on veut. On a un grand cellier qui peut aussi servir de buanderie, donc tout ce qui est machine à laver, sèche-linge, et éventuellement une cave à vin, et de nombreux rangements. Je vous laisse imaginer, vous avez 4 m², vous avez une hauteur sous plafond de 2,50 m, il y a de quoi créer des étagères pour du rangement. J'ai le salon séjour. Alors là, c'est la pièce où il y a un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi les gens veulent avoir un truc énorme? Des fois, on se retrouve avec des salons séjour qui font 50, 60 m², voire beaucoup plus. Pourquoi? Pour y poser une table à manger, un canapé, une télé. Je vois pas l'intérêt d'avoir des surfaces aussi énormes. Voilà un poste où on peut grandement gagner sur le budget. À savoir, ici je vous présente un coin salon de 23 m². Et beaucoup d'entre vous doivent se dire, 23 m², putain c'est assez petit. En quoi c'est petit? Vous avez la place de mettre un joli canapé, et le canapé que j'ai dessiné, il n'est pas petit. Un joli coin de télé, une table de 4 personnes, et on a de la place pour monter jusqu'à 6-8 personnes. Donc quel est l'intérêt de faire beaucoup plus grand? Je vais vous donner un exemple tout bête des belles économies que l'on peut réaliser. Ici, j'ai dessiné un salon séjour de 23 m². Et avec la cuisine ouverte de 12 m², on arrive à une surface de 35 m². Imaginez finalement, je passe de surface à 50 m², soit 15 m² de différence. Je vais partir sur un coût moyen de construction de 1 500 € le m². Mais vous augmentez votre prix de 22 500 €. Le simple fait de passer d'une surface de 50 m² à 35 m², vous faites une économie de 22 500 €. Et le gros avantage de cette maison mitoyenne, n'oubliez pas qu'à l'étage, on a une espèce de mezzanine qui peut faire salon-bureau, avec une surface plancher de 4 m², mais en réalité, on a plus de 8 m². Parce que tout ce qui est en dessous d'une hauteur de 1,80 m, c'est pas pris en compte. À ces 35 m², si je rajoute les 8 m² de l'étage, on arrive à 43 m². Vous voyez ce que je vous disais au début de la vidéo, une maison fonctionnelle. On a un WC avec un local technique qui va notamment recevoir la VMC double flux et qui est aux normes PMR. Le rez-de-chaussée de cette maison est parfaitement aux normes PMR. PMR signifie personne à mobilité réduite. C'est une norme que je connais par cœur. D'ailleurs, je compte faire une vidéo sur ce sujet pour bien vous les expliquer en détail. Et pourquoi j'ai décidé de mettre la VMC double flux qui fera aussi ballon d'eau chaude à cet endroit? Je l'expliquerai en détail dans la vidéo numéro 2. Je vous conseille de ne pas louper cette vidéo numéro 2 qui sera très intéressante. Ensuite, en face de ce WC, on a la suite parentale qui a une surface de 20 m².
Elle est composée d'une chambre, d'un dressing qui est quand même assez grand. Pour vous donner une idée, les 2 placards en longueur font 2 mètres, sur une hauteur de 2,50 m. Autant dire, il y a de quoi ranger. Et une salle d'eau avec une douche à l'italienne. On peut aussi mettre une baignoire. Voire maintenant, vous avez des baignoires qui font douche aussi, comme celle-ci. Donc là, on est vraiment sur une vraie suite parentale. Et pour finir, le fameux garage que j'ai désolidarisé de la maison. Je vous annonce la couleur, je suis un anti-accès direct au garage depuis la maison. D'ailleurs, j'avais réalisé un sondage sur mon onglet communauté. Je vous posais la question, vous êtes plutôt avec un accès direct au garage depuis la maison ou un accès indirect? C'est-à-dire, on ne peut pas accéder depuis la maison au garage. On va regarder les résultats. Vous avez été plus de 1100 personnes à voter. 83% d'entre vous ont voté pour un accès direct depuis la maison et 17% pour un accès indirect. Comme on peut le voir, l'accès direct au garage depuis la maison est nettement privilégié. Pour moi, c'est une aberration de construction. Mais ça, j'y reviendrai en détail dans la vidéo numéro 2. Alors, cet étage, on a une mezzanine qui peut nous faire office de bureau, salon, bref, ce que vous voulez. J'ai fait le choix de la laisser ouverte. On aurait pu la fermer aussi. Ça, c'est tip top. Par exemple, vous avez des enfants, alors pas en bas âge, mais de toute façon, des enfants en bas âge dans une maison, tout est dangereux. Par contre, dès qu'ils commencent à grandir, vers 5-6 ans, vous avez des pré-ados ou des ados, ça, c'est tip top. En gros, le rez-de-chaussée, c'est réservé aux parents. On a ce lieu commun qui est la cuisine et la salle à manger pour se réunir. Et l'étage, lui, est plutôt réservé aux enfants. Et ça, c'est tip top. Chacun a son intimité, fait ce qu'il veut. La chambre numéro 2. Rien d'exceptionnel, hein, à part que là, on peut mettre un très grand lit, donc c'est pas mal. La chambre numéro 3, pareil, rien d'exceptionnel. Sauf qu'elle est vraiment beaucoup plus grande que la chambre numéro 2. On a un dressing. Alors là, j'ai décidé de faire un dressing à part et de ne pas mettre des placards dans les chambres. Pourquoi? Pour gagner en surface. Là, j'avais ce petit coin qui était paumé. À quoi ça sert de faire une très grande salle d'eau avec WC pour y mettre une douche, une vasque et un chiotte? Donc là, j'ai préféré piquer dans cette surface de la salle d'eau pour faire un joli dressing. Pour vous donner une idée de la longueur de ce dressing, en comptant le retour, on a 3,50 m sur une hauteur de 2,40 m. Autant vous dire, on a de quoi ranger des vêtements, des chaussures, etc. On a la salle d'eau avec un WC. Ça aussi, c'est vraiment pas là. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui aiment avoir un WC dans la salle d'eau ou dans la salle de bain et d'autres qui n'aiment pas ça, qui aiment l'avoir indépendant. Là, vous avez les deux possibilités dans cette maison. Ensuite, on a les vides sur cuisine et sur le salon. Alors là aussi, je m'attarderai sur ce point en détail dans la vidéo numéro 2. Je le rappelle, ce plan de cette maison mitoyenne est une esquisse. En aucun cas, c'était des plans définitifs. Et je vais finir cette première vidéo par ces fameux murs bleus, murs jaunes. C'est quoi? Alors les murs bleus, c'est des murs qui ne sont pas isolés. Mais qui ont un revêtement, entre guillemets, spécial. Un indice, ce matériau était fortement utilisé par nos anciens. Et ces mêmes anciens avaient compris tout son intérêt dans une construction. Et les murs jaunes, c'est ça. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle Matériaux de construction. Donc si vous voulez avoir un peu plus de renseignements, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Je vous mets le lien en commentaire épinglé. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Je vous rappelle l'association de cette vidéo. Je vous mets tous les liens qui mènent vers leurs différents sites en commentaire épinglé. Portez-vous bien, prenez soin des gens que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à plus.